le Congo a engrangé de 97 ou 98 à nos jours plus de 60 100 milliards de francs CFA de revenus liés à la vente des cargaisons de pétrole, du fait des contrats de partage de production qui le lient avec Total, Eni et Perenco. Ajoutez à cela les cargaisons fantômes et celles des sociétés de dignitaires. Vous pouvez vous imaginer ce que le pays a pu engranger comme manne. Moi, je fais une approximation de 100 000 milliards de francs CFA, à tout casser. Parce que quand vous y ajoutez l'extorsion dans le cadre des contrats sur les infrastructures qu'on ne voit jamais ou qui sont bidons, qui ne respectent pas les cahiers des charges, les gens ont trouvé, et les municipalisations accélérées, les gens ont trouvé le moyen d'extorquer à l'État l'argent qui aurait pu permettre de développer le Congo. Et tout dernièrement, ils ont signé un contrat avec Ludoil, une société italienne, avec laquelle ils exploitent les champs donc matures, dits matures. C'est à ce niveau qu'il y a eu, en la faveur du contenu local voté au Parlement, l'arrivée des sociétés de Monsieur l'Empereur, du fils et des autres parents et amis. C'est ainsi que l'on parle de la nébuleuse avec AOGC, de Petro-Congo, de Continent, Prest Oil, Petro-Quilou, Orion Oil de M. Ebata, Petroleum de M. Maurice Nguesso, Wingwa, une société dite chinoise, mais qui appartient normalement à M. Sassou Nguesso. Mais vous avez aussi la société Hemla donc, qui appartient à deux Norvégiens, mais dont le vrai propriétaire se trouve être M. Sassou Nguesso et sa famille. De toutes les façons, et lui et son fils sont dans l'ensemble de ces projets. Et Yaya Moussa, qui était le représentant du Fonds monétaire international à l'époque, qui avait facilité d'ailleurs l'annulation de la dette congolaise avec M. Dominique Strauss-Kahn, qui a été remercié en intégrant le secteur pétrolier avec la société qu'ils ont créée, qu'ils ont appelée Continent. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ravi de vous compter une fois de plus sur Télar TV pour suivre votre émission Droit de savoir, où j'ai le plaisir de recevoir le nouveau sur ce plateau, Monsieur Alphonse Maboussou. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Avec vous, nous allons comprendre comment fonctionne, bien entendu, le contrat de partage et sinon, quelles sont les sociétés qui œuvrent dans le secteur pétrolier au Congo-Brazzaville et où va l'argent du Congo-Brazzaville, notamment l'argent du pétrole? Le contrat de partage de production a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le contracteur s'engage à réaliser les travaux pétroliers sur la zone de permis et selon lesquels les parties se partageront la production d'hydrocarbures en découlant. Le cas échéant, le contrat de partage de production est donc une poire qu'on divise en parts définies au préalable dans le contrat. Les travaux pétroliers sont réalisés au nom et pour le compte du contracteur par une des entités composantes. Celui-ci est dénommé opérateur. Exemple sur le permis PNGF Sud, où la société Hemla, de deux mafieux norvégiens, je dirais, est opératrice, et la SNPC en dispose de 15%. Je prends un autre exemple, le permis haute mer, avec Total pour opérateur, et la SNPC dispose de 15% de parts. Le permis Caillot, avec pour opérateur la société chinoise, la société dite chinoise Winghua, une société de M. Sassou, et la SNPC dispose de 15%. Le permis Ex-Marine 12, avec Eni pour opérateur, et la SNPC dispose de 10%,
etc. Dans le bassin sédimentaire congolais, il y a environ 15 permis dans lesquels une quarantaine de gisements sont en production. Donc, les 15 permis sont régis par ce qu'on appelle les accords de partage de production. Les comités techniques et les comités d'opération en définissent les budgets ainsi que le suivi des dépenses effectuées dans le cadre de l'entretien des puits et des plateformes, allant dans ce qu'on appelle le cost oil, que les grands préfinancent, hein, les grands comme Total Eni préfinancent leur part et se font rembourser en ce qui concerne la part ou les parts du Congo, ok, dans leurs accords, et ça va dans ce qu'on appelle le cost oil. Ce qui reste, c'est-à-dire le profit oil, ils se le partagent dans le cadre des accords de partage de production qu'ils ont prédéfinis, où le Congo a parfois 33%, 37%, etc. Maintenant, ces mêmes permis, lorsqu'ils ont atteint, comment dirais-je, lorsqu'ils tombent dans le domaine public, c'est-à-dire après 50 ans d'exploitation, peuvent revenir à l'État. En ce moment-là, on renverse la tendance. L'État détient en ce moment-là 80% de parts et les 20% reviennent aux sociétés pétrolières. Voilà pourquoi l'État congolais se fait tracter par Perenco pour gérer ce qu'on appelle les champs marginaux. Monsieur Alphonse Baboussou, est-ce qu'on peut aller sur les chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce qui revient exactement au Congo-Brazzaville après avoir prélevé quoi exactement? Lorsqu'on a prélevé les cost oil, il revient au Congo-Brazzaville entre 24 millions de barils, autour de 24 millions de barils. Parce que la production, elle peut augmenter comme elle peut baisser selon les travaux qu'on peut y mener dans les puits et aussi en fonction de la déplétion de certains puits qui parfois ont eu des problèmes pour produire ou même des nouveaux gisements qui sont découverts, qui viennent conforter la production. À cet effet, le Congo dispose donc de 24 millions de barils an. Des 24 millions de barils an viennent se servir les Chinois, avec qui nous avons des dettes, et aussi les traders avec qui nous avons des dettes. Et il reste au Congo autour de 18 millions de barils l'année. Lorsque vous avez répondu tout à l'heure, vous avez parlé des traders. Est-ce qu'on peut nous expliquer, sinon rappeler à nos téléspectateurs, c'est quoi un trader et quel est le rôle des traders dans le circuit pétrolier congolais? Le trader, c'est celui qui est chargé de vendre auprès de l'acheteur le brut que le Congo produit, par exemple. Mais il se passe que chaque acheteur a son trader. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vendre directement à un acheteur sans passer par un trader. Le Congo a donc deux canaux par lesquels il passe. Le premier canal, c'est celui de Orion avec M. Ebata Lucien, qui est à la fois trader et aussi pétrolier au Congo parce qu'il est aussi sur le champ, un champ Mengo, un champ pétrolier là-bas, au Congo. Et vous avez tout nouvellement Madame Françoise Joly, qui est aussi devenue conseillère du chef de l'État. Ils ont créé une société qu'ils appellent Mazono ou Masono, enregistrée à Dubaï, qui fait aussi du trading. Donc, ces deux sociétés de courtage, je dirais, sont en fait, vont négocier auprès des traders la vente du brut congolais. Maintenant, quels sont les acteurs qui jouent dans ces transactions-là? Vous avez Monsieur Louis-Marie Auguste Gokana, qui est le conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État. C'est une triptyque, hein, c'est un triumvirat. C'est Louis-Marie Gokana, vous avez Bruno Itoa, qui est le ministre des hydrocarbures, et vous avez Raoul Ominga,
qui est le directeur général de la SNPC. À ses côtés, donc à côté de Raoul Ominga, vous avez Ngakala Karl, qui lui s'occupe donc du trading national, et Cédric Okiorina, qui est courtier installé à Singapour. Donc, eux, ils vont donc auprès de Gunvor, de Trafigura, de Glencore et de World Natural Resources, qui sont les traders qui travaillent avec le Congo, assurer donc le courtage aux fins de vendre le pétrole congolais. Sauf que ces transactions, lorsqu'elles se font, il y a forcément rétrocommission. Et les rétrocommissions sont d'une valeur telle que les gens que je venais de vous citer en assurent la distribution. Ce qui fait que l'argent de la vente des cargaisons de pétrole du Congo ne passe pas par des circuits légaux. Ce qui fait que le Trésor public ne reçoit pas un virement d'une vente d'une cargaison quelconque à l'extérieur, auquel cas le Trésor public aurait même pu faire des placements sans risque, des dépôts à terme auprès des banques commerciales congolaises et utiliser ces intérêts pour donner du crédit aux Congolais. Parce que les banques congolaises ne donnent du crédit à personne, parce qu'il n'y a pas une politique bancaire permettant au Congo, effectivement, de se lancer vers le développement. Voici un peu toutes les problématiques que l'on peut poser par rapport à la gestion du pétrole congolais. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, après tout cela, est-ce qu'on peut comprendre, évidemment, avec vous, depuis que le Congo, hein, bien sûr, a signé ces accords, c'est-à-dire le partage de production, ça doit remonter à plus de 25 ans, probablement, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant où nous réalisons cette émission, nous sommes en décembre 2022. À combien pouvez-vous estimer l'argent engrangé par le Congo-Brazzaville pour son pétrole? Avec les fluctuations des prix du baril, euh, je vous rappelle que en 97, 96-97, le baril était à 13 $. Aujourd'hui, il déborde. Le Congo a engrangé de 97 ou 98 à nos jours plus de 60 100 milliards de francs CFA de revenus liés à la vente des cargaisons de pétrole, du fait des contrats de partage de production qui le lient avec Total, Eni et Perenco. Ajoutez à cela les cargaisons fantômes et celles des sociétés de dignitaires. Vous pouvez vous imaginer ce que le pays a pu engranger comme manne. Moi, je fais une approximation de 100 000 milliards de francs CFA, à tout casser. Parce que quand vous y ajoutez l'extorsion dans le cadre des contrats sur les infrastructures qu'on ne voit jamais ou qui sont bidons, qui ne respectent pas les cahiers des charges, les gens ont trouvé, et les municipalisations accélérées, les gens ont trouvé le moyen d'extorquer à l'État l'argent qui aurait pu permettre de développer le Congo. Alors, dites-moi un peu, quel est finalement le rôle, le vrai rôle de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, et quelle est sa relation avec les autres entreprises qui opèrent dans le secteur du pétrole au Congo-Brazzaville? Le rôle de la SNPC aurait pu être celui de gendarme de l'activité pétrolière au Congo. Or, de nos jours, ils n'ont formé personne pour assurer cette tâche. Elle ne s'est concentrée que sur les parts de pétrole qui revient au Congo dans le cadre des contrats de partage de production, pour ainsi les vendre pour le compte de l'État et pour son compte propre, des broutilles du champ de Mengo Kunji-Bindi qu'elle exploite. Le pétrole congolais appartient d'une part à Total, puis à Eni, et d'autre part à Congorep. Les deux premiers, très professionnels, utilisent leurs capitaux et leur know-how, leurs connaissances, pour explorer et exploiter les gisements découverts par leurs soins. Même s'ils hypothèquent les fameux gisements découverts pour l'exploitation, donc trouver les financements auprès des grandes banques étrangères, parce qu'eux, ils sont cotés en international, mais ils prennent quand même le risque de faire l'exploration avec leurs fonds propres. Il faut le leur reconnaître. Ça, c'est donc les sociétés professionnelles d'une part. Une fois
ces gisements, donc, arrivés à maturité, c'est-à-dire tombés dans le domaine public, ces permis sont cédés à la SNPC qui a trouvé pour partenaire Perenco et tout dernièrement, ils ont signé un contrat avec Ludoil, une société italienne, avec lesquels ils exploitent les champs donc matures, dits matures. C'est à ce niveau qu'il y a eu, en la faveur du contenu local voté au Parlement, l'arrivée des sociétés de Monsieur l'Empereur, du fils et des autres parents et amis. C'est ainsi que l'on parle de la nébuleuse avec AOGC, de Petro-Congo, de Continent, Prest Oil, Petro-Quilou, Orion Oil de M. Ebata, Petroleum de M. Maurice Nguesso, Wingwa, une société dite chinoise, mais qui appartient normalement à M. Sassou Nguesso. Mais vous avez aussi la société Hemla donc, qui appartient à deux Norvégiens, mais dont le vrai propriétaire se trouve être M. Sassou Nguesso et sa famille. De toutes les façons, et lui et son fils sont dans l'ensemble de ces projets. Et Yaya Moussa, qui était le représentant du Fonds monétaire international à l'époque, qui avait facilité d'ailleurs l'annulation de la dette congolaise avec M. Dominique Strauss-Kahn, qui a été remercié en intégrant le secteur pétrolier avec la société qu'ils ont créée, qu'ils ont appelée Continent. Donc, c'est eux qui gèrent, eux qui sont réellement les vrais propriétaires privés du pétrole congolais. Je vous prends en exemple M. Denis Louis-Marie Gokana est conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État. Il est député, vice-président de la commission économie et finances, qui est chargé de valider les contrats pétroliers. Il a accepté d'intégrer au sein de sa société, de leur société qu'ils appellent AOGC, M. Maurice Mavungu, qui est aussi député, mais qui lui est le président de la commission finances et économie au Parlement. Un conflit d'intérêts, là. Vous pouvez comprendre que la boucle est bouclée. Alors, c'est comme on nous ça que dit également, le pétrole congolais est géré. Voilà. voilà, avec tous ces conflits d'intérêts. Mais on nous dit également que le pétrole congolais a été bradé. Que comprendre de cela? Bah, le pétrole congolais est bradé quand vous utilisez des traders. Bon, le Congo, ils ont pris des sur-engagements, l'État congolais, tellement que le pétrole se vendait facilement sur la place internationale, qui se sont présentés auprès des traders pour solliciter des prêts sur des cargaisons à venir. Sauf que le prix du baril a chuté et ils se sont retrouvés en difficulté. Au lieu de céder 3 cargaisons, ils devaient en céder peut-être 15. Mais dans les parts qui leur sont limitées, le Congo s'est retrouvé en difficulté et aujourd'hui se retrouve avec une dette de plus de 800 milliards. 800 milliards, oui, 800 milliards de francs CFA de dettes vis-à-vis des traders qui prennent le remboursement de leur dette à la source. Alors, en définitive, on va terminer par cette dernière question. Généralement, c'est tous les Congolais qui se la posent, hein. Où va l'argent du Congo finalement? Parce que lorsqu'on vous écoute, on a bien l'impression que le Congo a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. On peut parler en termes des centaines de milliers de milliards, mais après, sur le terrain, comme vous l'avez dit, on ne voit pratiquement rien. Où va donc l'argent du Congo-Brazzaville? Le Congo produit 270 000 barils jour. Donc, une fois que Total et Eni ont pris leur part, la part qui revient au Congo, Perenco récupère la sienne, Lukoil qui a intégré aussi le jeu récupère la sienne et la part qui revient au Congo se trouve à l'extérieur parce que les transactions se réalisent à l'extérieur. Il ne renvoie au pays que le strict nécessaire pour le fonctionnement de l'État. Et quel État? Voilà. Parce que
les infrastructures sont financées sur la base des crédits. Dernièrement, nous avons vu être célébré les 20 ans d'anniversaire Des grands travaux. des grands travaux. Mais le Congo, la dette du Congo aujourd'hui est de 5 000 milliards de francs CFA. 5 000 et poussières. Si vous ajoutez à cela les engagements non exécutés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu rembourser comme dette dans l'intervalle, dans les différents intervalles de temps écoulés, ça fait 2 300 milliards qui s'ajoutent. Donc, la dette effective du Congo est de 8 000 et poussières milliards de dollars. C'est l'héritage qu'il laisse aux Congolais. Quelles sont ces infrastructures qu'ils ont faites avec l'argent du Congo, financé sur fonds propres, qu'ils peuvent montrer aux yeux de tous que, effectivement, voici ce que le pouvoir de Brazzaville a réalisé pour faire avec pompe tout ce cinéma qu'ils ont voulu présenter aux yeux de tous. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, Et même les griots, tous les griots Oui. sont venus, ont été importés. C'est comme Oui, s'il n'y avait même pas les griots au Congo. J'étais en train de dire dans le même temps, ben voilà, il y a le ministre, l'ancien ministre des Finances d'ailleurs, Roger Rigobert Andeli, qui a donné une réponse à ce grand mensonge qu'a voulu faire passer Anatole Koliné-Makosso, qui disait que tous ces travaux étaient réalisés à fonds propres du Congo-Brazzaville. Et heureusement, Kandeli nous a dit le contraire en déclarant que ces travaux ont été réalisés avec des prêts chinois. Et donc la question demeure, où va l'argent du pétrole congolais? Probablement qu'on reviendra là un autre jour pour tenter d'esquisser quelques réponses. En tout cas, merci Monsieur Alphonse Maboussou d'avoir été avec nous, d'avoir été vraiment disponible pour nos téléspectateurs, et on reviendra vers vous pour d'autres questions. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Je vous dis donc au revoir et on se retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.